Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est près de 150 personnes en webinaire, c'est très bien. Je vais vous parler du travail du sol et des opérations culturales euh, dans un objectif de réduire les risques de dégradation des sols. Pour ce faire, on va regarder les principes de travail du sol, puis on va revenir au fondement même du travail du sol, à savoir c'est quoi les interactions sol-machine. Donc, ça va être un survol qu'on va faire aujourd'hui, puisque dans une période de 40 minutes, on ne peut pas vraiment traiter tous les aspects de travail du sol. Ça se veut donc une présentation plus de type introduction. Donc, c'est ce qu'on a à voir aujourd'hui. Pour les 40 prochaines minutes, on va parler de la définition du travail du sol, les pratiques et la santé des sols, l'interaction sol-machine, les critères de choix d'un outil, le travail conventionnel réduit et le semi-direct. On va regarder aussi quelques exemples d'outils pour faire le lien avec l'interaction sol-machine et on va faire un petit clin d'œil au niveau des bonnes pratiques de conservation qu'il ne faut pas oublier. Donc, si on revient à la base même, la définition du travail du sol, on dit que c'est une série de façons culturelles réalisées à l'aide d'un instrument aratoire. Et ça, c'est destiné à créer dans un sol un milieu favorable au développement des plantes cultivées. Donc, pourquoi on travaille le sol? On veut créer un milieu favorable. Donc, ceci dit, selon le choix de la pratique culturelle qu'on va faire, en conventionnel, travail minimum ou semi-direct, il faut toujours avoir en perspective qu'on veut avoir un milieu favorable au développement des plantes. Donc, d'où l'importance d'avoir les connaissances au niveau du sol, la santé des sols et qu'est-ce qui fait qu'un sol va pouvoir bien produire au niveau agronomique. S'il y aurait une diapo seulement à retenir aujourd'hui, puis on devait cesser la présentation, ce serait celle-ci. C'est-à-dire que peu importe les pratiques de travail du sol, il faut viser à maintenir et améliorer leur santé. Donc, peu importe ce que vous faites comme pratique chez vous, on devrait éviter de les dégrader, maintenir et développer la vie du sol et préserver la qualité de l'environnement. Puis quand on parle de maintenir et développer la vie du sol, généralement, ça implique la réduction ou l'absence de travail du sol et d'autant plus de maintenir une couverture végétale, soit avoir des plantes, des racines le plus souvent possible. Donc, dans les pratiques et la santé des sols, le choix de la pratique et des outils devra se faire de concert avec le type de sol et son état, le type de régie, le choix des cultures de rotation, la région, la tolérance aux résidus de culture, les risques de dégradation des sols et bien sûr, le moindre et non le moindre, la santé des sols. C'est exhaustif, il pourrait avoir plusieurs autres éléments, j'en ai mis quelques-uns pour résumer. Donc, en fait, le choix de la pratique doit considérer un certain nombre d'éléments qui habituellement vont être fonction des régions où on se trouve. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut comme moyen technologique. On a l'expertise, on a des conseillers, conseillères aussi, pour mettre en application des pratiques de conservation des sols. Donc, que ce soit au niveau du travail du sol, semi-direct, quand on parle d'agriculture, de conservation, quand on parle de pratiques comme le semi sous couverture végétale. Donc, on a de l'expertise, on a les technologies requises également. Donc, on est en mesure de faire ces pratiques-là sans problème. Maintenant, on va regarder la base du travail du sol. Donc, on va parler des pièces travaillantes et de l'action entre le sol et la machine, c'est-à-dire l'interaction sol-machine. Donc, au lieu de plutôt regarder un outil et essayer d'en faire la description, c'est-à-dire de coller une image sur le travail du sol, on va revenir plutôt à la base à regarder les pièces travaillantes. C'est quoi l'interaction entre le sol et cette pièce-là? Qu'est-ce que ça va donner au niveau du sol? Pour par la suite, lorsqu'on va voir une machine, on aura pu essayer de se référer à la marque et au modèle, mais plutôt à regarder la pièce et par la suite de pouvoir dire, ben, la pièce va faire tel genre de travail de sol, elle va éclater le sol, elle va l'émietter ou juste se fracturer. Donc, on va commencer par la base. Au niveau des dents,
Les dents, c'est peu importe les outils, dans le fond, soit un outil de travail primaire ou un outil de travail secondaire. On a différents types de dents. Ici, à votre gauche, vous avez une dent de chisel à pointe, dent de vibroculteur au centre, cultivateur lourd à la droite et une dent de herse rotative en bas. Au niveau des dents, les dents ont toutes le même principe d'action sur le sol, c'est que les dents créent une onde de choc plus ou moins importante selon l'effet dynamique causé par la vitesse. Donc, l'effet dynamique causé par la vitesse, ça peut être soit une vitesse d'avancement qui est produite par le déplacement du tracteur, ou ça peut être aussi une vitesse causée par la rotation d'une pièce, comme sur une herse rotative. Donc, le choc, plus il est important, plus le sol va se fracturer en particules. Et donc, ça fissure le sol aussi et ça l'éclate le sol. Donc, on doit ajuster le degré d'impact avec la dynamique de vitesse pour ajuster l'éclatement du sol qu'on a besoin. Et toutes les dents ont le même résultat au niveau du travail, c'est-à-dire que les dents vont remonter des particules grossières en surface. C'est-à-dire que généralement, on va retrouver des mottes à la surface, des gros agrégats, et on va avoir en dessous un mélange de terre fine. Et ça va dépendre de nos paramètres de vitesse, le type de dents, le nombre de dents, c'est-à-dire la densité par mètre de largeur, et ça va influencer le degré d'émiettement de notre sol. Donc, on a un résultat ici, suite au passage d'un cultivateur lourd, on distingue très bien la surface des particules grossières. Ça ici, c'est un lit de semences qui avait été fait pour l'implantation d'un blé d'automne. Donc, peu importe les modèles de dents que vous avez sur les outils, peu importe la marque et le modèle de l'outil, vous allez avoir cette interaction sol-machine de éclater le sol, fissurer selon la vitesse de passage ou la vitesse de rotation de la pièce. Maintenant, au niveau des disques, donc ici encore une fois, on a différents disques. Toute la famille des disques peut autant comprendre des disques plats, des disques concaves, des disques ondulés. Et on va regarder au niveau du disque, l'action sur le sol, ça peut soit découper le sol et les résidus, donc tel qu'on va retrouver sur des semoirs à maïs, des coudes d'engrais, des ouvre-sillons, on découpe le sol et les résidus. L'action du disque aussi va pulvériser ou broyer le sol également, et ça peut mélanger le sol et les résidus. Donc, quand on entend, parfois dans la littérature, on voit dans la littérature où on entend dans une conférence qu'un disque pulvérise le sol, dans le fond, c'est que ça l'émiette le sol, ça broie le sol. Donc, ça, généralement, ça va être un disque qui est en forme concave qui va faire cette action-là. Donc, on a un exemple ici de disque qu'on appelle un disque plat en flûte ou disque turbo. Donc, c'est un disque où on a des flûtes, des ondulations, et ça fait en sorte que le disque, lorsqu'il est en rotation dans le sol, il va se créer un effort latéral de part et d'autre du disque, et c'est ce qui va faire éclater le sol en plus petites particules. Donc ça, c'est typiquement un coude qu'on va retrouver sur les semoirs pour le placement de l'engrais ou bien pour faire un travail minimum du sol avant le semis. Donc, c'est dû aux flûtes ou aux ondulations qu'on retrouve sur le disque. Ces flûtes-là peuvent être plus ou moins importantes, donc la protubérance latérale peut être variable, et plus la flûte est imposante, plus la fracture du sol va être importante aussi. Mais pour le disque, lui, il est quand même plat. C'est ce qu'on appelle un disque turbo là, en anglais. Donc ici, on a un disque concave à angle combiné. Donc ça, c'est le disque typique qu'on retrouve sur les déchaumeuses à disque. Donc si vous regardez sur l'image de gauche, on voit très bien que le disque a un angle par rapport à la direction d'avancement, mais il a un léger angle également par rapport à l'axe des Z. Donc c'est ce qui fait que le disque va soulever le sol vers le haut et ce qui fait généralement un travail superficiel du sol. Contrairement à un offset lourd, où les disques ont seulement un angle par rapport à la direction d'avancement et ont un angle droit par rapport à l'axe des Z.
Donc, le disque n'est pas penché vers l'arrière. C'est ce qui fait un travail différent entre les deux outils, entre la déchaumeuse à disque et l'offset load. Donc, dans ce cas ici, l'image de droite, c'est le même outil, mais en action. Dans ce cas-là, ici, on mélange le sol, on le découpe. S'il y a des résidus, on va découper le résidu aussi. On va mélanger le sol et dans le cas d'une déchaumeuse à disque, on va parler généralement d'un travail qui va se limiter dans environ 10 cm ou 4 pouces. Ou si on a des modèles lourds, on peut aller jusqu'à 15-20 cm de profondeur. Dans le cas d'un offset load, ben, c'est un outil de travail où on peut aller à des profondeurs plus importantes. Donc, on va généralement travailler le profil arabe du sol. Contrairement aux dents, les disques concaves ont tous le même résultat de travail du sol. C'est comme on a mentionné tantôt, le disque va broyer le sol, va pulvériser, et donc le résultat de ça, c'est que les disques vont remonter des particules fines en surface du sol, contrairement aux dents qui vont remonter des particules grossières. Donc, tout de suite en partant, lorsqu'on a ce résultat-là, il faut avoir une lumière jaune, à savoir lorsqu'on a des particules fines en surface, parce que le sol a été broyé, pulvérisé. Il faut faire attention à ce moment-là aux risques environnementaux, c'est-à-dire d'avoir des formations de croûte de battance, d'avoir de l'érosion des sols qui va apporter ces particules de sol-là. Donc, il faut quand même prendre des précautions et faire attention à ne pas trop émietter le sol. Et ce qui va faire que le sol va être plus ou moins émietté ou affiné, broyé, pulvérisé, c'est généralement la vitesse à laquelle le disque va se déplacer. Donc, la vitesse d'avancement du tracteur et également la profondeur de travail et l'angle d'agressivité du disque. Donc, tous ces facteurs vont faire en sorte qu'on va avoir un broyage plus ou moins important du sol. Donc, on voit bien ici, à l'arrière de l'outil, on voit une projection de particules fines. Ici, c'est dans un sol qui est à la limite du semi-plastique, donc on ne voit pas très bien. Versus ici, dans un sol friable, on voit quand même très bien entre les deux rangées de disques, où on voit beaucoup de terre fine soulevée par la rangée de disques avant. Et donc, c'est vraiment l'action que le disque fait. Il met de la pression sur le sol en le découpant et en le projetant. Donc, cette action-là de pression fait pulvériser, broyer euh, les agrégats de sol, les mottes de terre, en plus petites particules. Donc, on a vu les dents, on a vu les disques, et dans les outils de travail du sol, généralement, on va retrouver l'un ou l'autre ou les deux pièces travaillantes. Mais également, on retrouve des options qu'on va retrouver sur les outils de travail du sol, selon le type d'outil. Généralement, plus sur des outils de travail secondaires qu'on appelle de préparation du lit de semence. C'est ce qu'on appelle les écrans, des peignes et des rouleaux. Donc, on va regarder ces pièces-là, savoir quel est le rôle que ces pièces-là vont avoir sur le sol au niveau de leur action. Au niveau des écrans, cette pièce-là va servir à éclater le sol par impact, plus ou moins important en fonction de leur angle. Dans ce cas ici, c'est un écran qui est optionnel sur une déchaumeuse à disque qui est située entre les deux rangées de disques. La terre projetée par la première rangée de disques va venir frapper l'écran et au moment de l'impact, l'agrégat de sol va se briser en plus petites particules. Donc ça, typiquement, lors de la préparation d'un lit de semence au printemps, cette pièce-là peut être installée ou peut être mise en fonction et le degré d'agressivité va être fonction de l'angle. Donc, plus notre pièce est à la verticale, plus l'action est importante versus si on la met à l'horizontale, l'action va être très faible parce que les mottes de terre ne viendront pas frapper cet écran-là. Donc, parfois, ce qu'on remarque, c'est que la pièce est présente sur l'outil, mais elle n'est pas ajustée parce qu'on ne sait pas l'action qu'elle fait sur le sol. Si on regarde ici au niveau des peignes, et on revient à ce qu'on a déjà mentionné par rapport aux dents, ben ici, le peigne se trouve à faire l'action d'une dent, c'est comme une petite dent, et en travaillant le sol, en étant inséré dans le sol, par la vitesse d'avancement, ça va faire en sorte que les dents vont venir sasser le sol, vont venir trier les particules de sol et remonter les particules grossières en surface. Typiquement, on va utiliser cette pièce-là
lorsqu'on fait une préparation de lit de semences, parce qu'on va avoir une protection de sol en surface par des agrégats et avoir des particules fines en dessous, à l'endroit où on va déposer les semences. Encore une fois, ces pièces-là ici, généralement, peuvent être soulevées pour ne pas les utiliser en fonction du type de travail qu'on fait. Donc, l'automne, ça ne donne rien d'utiliser cette pièce-là. On peut la soulever et on va s'assurer de faire nos ajustements d'outils pour avoir une granulométrie la plus grossière possible pour passer l'hiver. Les rouleaux, généralement, c'est la dernière pièce qui va fermer l'opération de notre outil. Donc, les rouleaux, généralement, vont faire deux actions, c'est-à-dire qu'ils vont émietter le sol en surface. Lorsqu'il y a des mottes, ils vont faire un rappui. Et ce rappui-là va permettre aussi d'améliorer la gestion de l'eau en surface. C'est-à-dire que on voit dans tous les cas ici que c'est des rouleaux en section. On a seulement des anneaux, des parties de rouleaux qui vont porter au sol. Et généralement, ces rouleaux-là vont permettre d'ajuster la profondeur de travail de l'outil. Ils vont porter une partie du poids de l'outil et ce poids-là va servir à raffermir le sol en surface, ce qu'on appelle un rappui. Et les zones qui sont rappuyées, qui sont raffermies, vont faire en sorte qu'on va limiter l'évaporation de l'eau du sol. Et les zones qui sont plus tendres, entre les disques ici, vont être des zones d'infiltration de l'eau. Donc, dans un printemps sec, on limite l'évaporation de l'eau. Et si on a de la pluie, ben, l'eau va venir s'infiltrer dans les zones plus tendres. Il existe plusieurs types de rouleaux. Dans ce cas ici, c'est tous des rouleaux ajourés. Il existe également le rouleau plein qu'on voit régulièrement ici au Québec, qu'on appelle le rouleau Packer. Donc, ce rouleau-là permet de faire un rappui sur toute la largeur de travail. On ne parle pas de compaction du sol ici, il faut bien s'entendre, c'est seulement un rappui de surface. Maintenant qu'on a vu les principales pièces de travail du sol avec l'interaction sol-machine, on va regarder les pratiques de travail du sol en commençant par le conventionnel. Et je crois que pour cette partie ici, ça va être plutôt une revision pour vous, mais en même temps, ça va mettre en perspective ce qu'on a vu comme notion tantôt. Donc, la séquence d'opération dans le conventionnel, c'est pas trop compliqué. On parle d'un travail primaire labo avec un herçage qui est le travail secondaire et le semis. Il faut bien comprendre ici que dans le travail conventionnel avec un labo, le labo déplace l'intégralité des sols sur le profil travaillé. Donc, si on travaille à 20 cm de profond, le sol va être déplacé sur 20 cm de profond. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque centimètre de profond de sol labouré, ça représente 100 m3 hectares de sol déplacé, soit 10 camions de 12 roues. Donc, imaginez-vous que si vous labourez à 20 cm de profond, ça représente 2000 m3 hectares de sol que vous déplacez. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le travail conventionnel avec la charrue, c'est le travail le plus intensif du sol. Et quand on parle de travail minimum, c'est tous les autres outils autres que la charrue qu'on va utiliser pour travailler le sol. Donc, le travail du sol ici, au niveau de l'énergie, c'est ce qui demande le plus d'énergie, qui laisse très peu de résidus de surface parce que la charrue enfouit la majorité des résidus. Ça augmente les risques d'érosion et ça ne favorise pas du tout le microcosme du sol, c'est-à-dire la vie du sol entre bactéries, champignons, micro-organismes du sol. Maintenant, si on regarde le travail réduit du sol, on a encore un travail primaire ici qui vise l'aération du sol. On remplace la charrue par un autre outil. Donc, dans ce cas ici, c'est une déchaumeuse à dents. On a quand même un travail secondaire et le semis. À la différence, ici, si on prend l'exemple de la déchaumeuse à dents on a 12 socles de 9 cm qui représentent environ 30 de la largeur de l'outil, du 3,5 m. Donc, 3,5 m, 30 on a environ 1 mètre où on a des pièces qui vont toucher le sol. Et ici, on parle de travail réduit, c'est-à-dire que par l'impact de la dent sur le sol, si on se ramène aux notions qu'on a vues tantôt, l'action de la dent par la vitesse d'avancement dans un sol friable, la dent va venir éclater, fissurer le sol. Donc, on va créer un onde de choc dans le sol qui va
créer notre aération du sol, comme le ferait la charrue. La différence, c'est qu'on déplace moins de sol. Les zones de fissuration, les zones de choc créées dans le sol, vont créer des fissures et ces fissures-là vont devenir l'aération du sol. Ceci dit, il n'est pas nécessaire de basculer du sol pour faire de l'aération. Simplement, des fissures, c'est suffisant. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail réduit ou le travail minimum, alias le minimum till. Donc ici, déjà, on réduit l'énergie puisqu'on est moins intense sur le sol, on déplace moins de sol, mais on atteint quand même notre aération du sol qu'on désire. Les résidus en surface, si on veut considérer que c'est une pratique de conservation, il faut se garder un 30% de résidus minimum à la surface du sol après le semis l'année suivante ou après le semis, c'est l'automne aussi. Donc, il faut garder 30% de résidus pour parler d'une pratique de conservation. On réduit les risques d'érosion par la couverture de résidus qu'on va avoir à la surface et par le fait que le sol va être moins vulnérable à l'agression physique de l'eau. Et ici, bien, on améliore le potentiel de vie au niveau du microcosme du sol. Dans le travail réduit, si on regarde les considérations, il faut privilégier les dents pour les reprises en profondeur. C'est-à-dire que la dent, comme j'ai mentionné tantôt, va fracturer le sol, va créer des fissures par l'onde de choc. Donc, c'est ce qui va nous donner notre meilleure aération, mais en laissant un sol qui est plus grossier et non affiné comme le ferait un disque. Je m'excuse, je reviens 3 diapos en arrière parce que j'ai passé par-dessus 2 diapositives au niveau du travail conventionnel. Le labo fragilise le réseau des mycéliums de champignons qui aident les plantes à mieux capter la matière organique. On dit que les sols sous labo ont une activité de masse microbienne ainsi qu'une activité enzymatique bien inférieure aux sols non labourés. Donc, c'est des éléments que j'ai repris à ce moment-là. Vous avez la référence. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'on vient fragiliser la vie du sol lorsque on vient déplacer de façon intensive le sol. Donc, les recommandations au niveau du travail conventionnel, ce serait de limiter l'utilisation de la charrue, si c'est possible, chercher à obtenir l'aération nécessaire avec un outil à dents et augmenter la couverture de résidus et la présence des racines. Donc, si possible, regardez dans la rotation si il est possible de réduire l'utilisation de la charrue ou l'éviter, et ça va faire en sorte que ça nous donne la possibilité d'utiliser un outil de travail minimum pour se familiariser tranquillement avec le changement de pratique culturelle. Donc, on revient au travail réduit. On a vu le résumé et on a parlé ici de l'action des dents pour une reprise en profondeur, c'est-à-dire que si on veut aérer le sol sur le profil arabe, comme une charrue, on devrait privilégier les dents. Donc, c'est ce que ça donne ici avec ce que vous voyez ici, un soc étroit en pointe qui va nous permettre, dans ce cas ici, de faire un travail jusqu'à 20 cm de profond. Donc, ça nous fait une surface qui est plutôt bousculée avec des gros agrégats, des mottes. Néanmoins, si on va voir en dessous et on détaille le profil, on va remarquer qu'il y a des zones de sol qui n'ont pas été retournées. Cependant, ces zones-là sont fissurées par l'onde de choc des dents. Bien entendu, il faut s'assurer que le travail est fait dans des conditions de sol friable pour obtenir ces zones de fissuration-là. Sinon, l'aération désirée ne sera pas atteinte. Autre élément aussi, il faudrait éviter les socs qui mélangent les horizons. Comme ce qu'on voit ici, on a des ailes par-dessus un soc à pointe à ailette. On a une aile par-dessus ça qui fait en sorte qu'on va remonter du sol en surface. Donc, si on fait un travail à 20 cm de profond, par exemple, on va remonter du sol en dessous pour le remonter en surface. On va mélanger les horizons. Donc, ce n'est pas idéal du tout. On devrait chercher à fracturer le sol, mais en laissant les horizons en place. On va éviter aussi des options qui ne sont pas nécessaires au moment où on fait le travail. Donc, si on a des pièces qui affinent le sol, on va les enlever si ce n'est pas nécessaire. Si on fait lit de semence, on en a besoin, on les met. Mais bref, il faut utiliser le potentiel de notre outil et de ses ajustements pour vraiment s'adapter
au travail qu'on veut réaliser, puis obtenir les résultats là, qui vont être le plus optimum possible en limitant les risques de dégradation du sol. On fait un passage pour le semi-direct, où on dit le semi-direct, au niveau de l'énergie, ça nécessite le moins d'énergie parce qu'on travaille plus le sol, ou à peu près plus. Et les résidus en surface vont être optimum, les risques d'érosion sont au minimum, et ici, on favorise le microcosme du sol parce que le sol n'est plus perturbé par l'action mécanique des pièces travaillantes qui vont venir bouleverser le sol. Donc, au niveau du semi-direct, vous pourriez regarder pour introduire le semi-direct dans les rotations de culture, trouver le moment qui pourrait, où la pratique pourrait se faire, donc à l'aide de votre conseiller ou conseillère, se familiariser aussi avec la méthode et ses implications, et en parler avec d'autres producteurs également. Donc, le partage d'informations est très important ici, là, au niveau de l'expérience, pour pouvoir démarrer cette pratique-là. Et moi, je vous conseille à ce moment-là de l'introduire tranquillement dans une rotation. Et naturellement, on n'en parlera pas trop aujourd'hui du semi-direct. Ça ferait l'objet d'un webinaire seulement sur cette thématique-là. Mais pour faire le semi-direct, il est important de suivre les requis de base, c'est-à-dire qu'un sol qui est en santé structurale, qui a un bon pH et une bonne fertilité, ainsi qu'un bon égouttement, drainage de l'eau. Donc, ça nous prend un sol qui est vraiment prêt à avoir cette pratique-là. Il ne faut pas prendre un sol qui est déficient au niveau physique, parce que la pratique du semi-direct ne fonctionnera pas. Tableau synthèse ici, là, au niveau de l'énergie, en fonction des pratiques culturelles. Tableau synthèse ici, là, au niveau de l'énergie, en fonction des pratiques culturelles, les résidus, les risques d'érosion, ainsi qu'au niveau de la vie du sol. Donc, on voit bien qu'au niveau du semi-direct, on parle plus d'efficience, malgré que, bon, parfois, certains vont dire, bon, on a des baisses de rendement, des légères baisses de rendement, mais ce n'est pas tant le rendement qu'il faut regarder, mais le bilan en bout de ligne, où si on diminue nos opérations culturelles, c'est des frais qu'on enlève, et il faut regarder au niveau du bilan financier en bout de ligne que notre marge bénéficiaire brute, si elle est plus élevée, on est quand même gagnant, tout en ayant pris moins de temps à faire des opérations culturelles en champ. Si on regarde maintenant les critères de choix d'un outil au niveau du travail du sol, on va considérer le système culturel, savoir si on est en conventionnel, si on est en travail minimum, min-till, ou en semi-direct, no-till. Le type de régie, c'est-à-dire si on est en conventionnel ou en biologique, parce qu'en fonction des régies culturelles, le choix des pièces travaillantes va varier. Parce qu'en biologique, le combat n'est plus avec un produit de synthèse, mais est plutôt généralement avec un combat mécanique, avec des pièces travaillantes qui vont venir contrôler nos mauvaises herbes. En fonction aussi de la texture du sol et de la structure du sol et de la culture. Donc, j'ai résumé ici en 4 éléments, mais on pourrait en rajouter, mais ici, ça fait une synthèse qui est assez précise. Le passage d'une régie à une autre, comme du conventionnel au minimum, ça requiert une évaluation judicieuse du parc de machinerie, de préparation secondaire du sol et de semis. Souvent, ce qu'on remarque sur une entreprise, c'est qu'on va faire un passage du conventionnel au travail minimum. Et au niveau du travail primaire, ça va assez bien, mais lorsqu'on arrive à la préparation du lit de semence, on a omis de regarder si notre outil était convenable, entre autres pour la gestion des résidus de culture. Donc, si on a des herses de finition conventionnelles, lorsqu'on est en travail minimum, ça va être plus difficile. Donc, il faut vraiment faire une analyse judicieuse du parc de machinerie pour s'assurer que si on embarque dans un changement de régie, qu'on a tous les acquis en main pour pouvoir faire ce changement-là sans avoir des surprises par la suite. Et donc, le choix de l'outil de ces pièces travaillantes impacte sur l'opération de semis. Maintenant, après avoir fait cette révision-là au niveau des pratiques culturelles, on va regarder quelques outils de travail du sol pour caractériser en fonction de ce qu'on a vu au niveau des actions de pièces travaillantes, puis en lien avec les pratiques culturelles également. Donc, si on regarde ici, on a une déchaumeuse à disque où on va faire un travail superficiel uniquement au printemps. Généralement, les déchaumeuses à disque, lorsqu'on l'utilise l'automne, il faudrait être prudent compte tenu de l'action des disques sur le sol qu'on a mentionné tantôt.
Donc, si c'est possible, l'outil devrait être utilisé seulement au printemps, au moment de faire le semis. C'est-à-dire qu'on va faire un travail superficiel et on va faire le semis par la suite. Ça fait en sorte que notre sol devient moins vulnérable pour passer l'hiver parce qu'on va garder nos chaumes ou notre engrais vert qui va avoir meublé, colonisé la surface et il va avoir passé l'hiver, donc diminue les risques environnementaux. Dans la mesure où on est capable de faire uniquement un travail superficiel au printemps. C'est-à-dire que généralement dans des sols sableux ou loam sableux, sable loameux, ou des argiles faciles à travailler, on va pouvoir faire cette pratique-là au printemps seulement. Ça sous-entend également que le sol doit être bien structuré, c'est-à-dire que si on a des problèmes de compaction en profondeur, il faudra les régler parce qu'ici, on parle vraiment d'un travail superficiel. Travail superficiel, on parle d'environ 5 à 7 cm. Donc, seulement la profondeur requise pour faire un lit de semence. Ici, c'est un travail d'automne, donc ce que j'avais parlé tantôt, un travail d'automne qui peut rendre vulnérable le sol suite au passage d'un disque. Donc, ici, on a une déchaumeuse à disque qui fait le travail, mais en même temps, on va faire l'implantation d'une culture de couverture ou d'un engrais vert qui va pouvoir passer l'hiver. Donc, parfois, on a des cultures comme des céréales d'automne qui vont sortir assez tôt dans la saison et ça nous permet de venir implanter une culture de relais intermédiaire qui va faire en sorte qu'on va meubler le sol, on va mettre des racines dans le sol, stabiliser la surface du sol et limiter les risques de dégradation du sol. Donc, c'est ce que j'appelle une police d'assurance. Si vous faites un travail comme ça superficiel, puis vous avez la possibilité d'avoir une couverture, faites-le parce qu'on va diminuer la vulnérabilité du sol. Le choix de la culture de couverture, à ce moment-là, va être fonction de différents critères agronomiques, mais dites-vous que si on est pressé dans le temps, on va aller avec des cultures qui vont pousser généralement rapidement pour venir meubler la surface du sol. On passe des outils à disque à un outil à dents. Ici, on a une déchaumeuse à dents qui va faire aussi un travail superficiel d'automne. Donc, on revient au principe où les dents éclatent le sol, où on fait un travail minimum du sol. Mais encore une fois, si on n'est pas trop tard en saison, ben, on pourrait venir implanter une culture de couverture ou un engrais vert au sol et pouvoir meubler notre sol, avoir une couverture qui va protéger le sol là, contre l'érosion. Ici, on a un exemple d'un producteur de pommes de terre dans le centre du Québec où, ici, on a une opération combinée, c'est-à-dire qu'à l'arrière du tracteur, on a un chisel, donc des dents à pointe qui vont faire une fracture de sol, et à l'arrière, on a un porte-outils avec un système de semis qui va faire un semis de plantes de couverture. Donc ici, l'outil est passé dès le mois de juillet où les pommes de terre de primeur sont sorties du champ, et ça donne quand même beaucoup de temps pour implanter un bon couvert végétal. L'action des dents en profondeur vient aérer ici le sol sur tout le profil et le semis va permettre d'implanter la culture. Ici, on a le cas d'un producteur qui est en semi-direct, mais selon les sols de l'entreprise, il y a certains sols à lesquels on va faire un travail minimum en bande. Donc, au lieu de travailler 100% la surface du sol, on va faire seulement un travail primaire avec une pointe étroite à l'endroit où le semis de la culture va se faire. Bien sûr, ici, on est dans le cas d'une culture en rein espacée au 76 cm ou 30 pouces. Et le travail va se faire sur environ 15 cm de profond. Donc ici, ça évite de déplacer du sol sur toute la surface, mais seulement dans la zone de semis et seulement dans son cas ici, sur les sols qui le nécessitent. Donc, ça demande une évaluation judicieuse au préalable du sol, à savoir si on passe l'outil, il faut avoir des bonnes raisons pour le passer. Ici, on a l'exemple d'une entreprise qui a fait un nivellement de surface à la fin août, suite à une céréale de printemps. Et le nivellement est en fait, on a passé une déchaumeuse à 10 pour venir briser la surface, enlever la zone qui a été densifiée par la niveleuse et se préparer pour le printemps suivant. Sauf que ici, la problématique, c'est qu'il y a seulement un travail du sol, il n'y a pas d'implantation de couvert végétal. Donc, si ce qu'on pourrait avoir comme police d'assurance supplémentaire, ça serait de pouvoir implanter justement une culture de couverture pour protéger le sol, étant donné qu'ici, il est déjà beaucoup plus vulnérable du fait qu'il a subi les opérations de nivellement de surface.
Ici, à l'inverse, on utilise une déchaumeuse à disque pour faire une incorporation superficielle d'une culture de couverture. Donc ici, c'est une céréale, tout simplement, et le passage à déchaumeuse sur un travail de 5 à 7 cm vient incorporer ce couvert végétal-là au sol. Et par la suite, on va effectuer l'opération de semis. On a parlé des outils à disque précédemment. Au niveau des déchaumeurs, c'est des outils qu'on voit régulièrement sur les fermes. Il faut porter une attention là, particulière au niveau de l'ajustement des disques. Il faut s'assurer d'éviter d'avoir le profil que vous avez à votre gauche, où on a des zones non travaillées par un mauvais ajustement des disques. Donc, il faut s'assurer que si les disques s'ajustent au niveau de leur chevauchement, que ça soit bien fait pour obtenir le profil de droite. C'est-à-dire qu'on va avoir un profil de sol bien travaillé sur 100% de la largeur de l'outil. Donc ça, souvent, on va voir ça sur des outils qui sont neufs, qui ont été mis en marche au champ et qui ont manqué un peu d'ajustement. Un autre déchaumeuse à disque ici. Si on remarque, les disques ici, c'est des disques lisses, non dentelés. Dans ce cas ici, pour des sols qui sont plus fermes et comportant des résidus de culture, ou bien si on a une couverture végétale qu'on veut incorporer à la surface du sol, les disques lisses vont rendre la tâche un peu plus difficile versus des disques qui sont dentelés. Donc, pour cette raison, on va privilégier toujours l'utilisation d'un disque dentelé pour nous permettre une plus grande plage d'opération. Ici, c'est du déjà vu, c'est encore une déchaumeuse à 10 sur un travail superficiel au printemps avant semis. Même chose ici. Sur cette image, on voit très bien l'installation, la configuration d'un disque sur une déchaumeuse à disque où vous voyez l'ouverture par rapport à l'axe d'avancement, mais également l'ouverture par rapport à l'axe des ailes, c'est-à-dire que le disque est penché un peu vers l'arrière. Donc, c'est vraiment caractéristique des déchaumeuses à disque versus un offset low où le disque a seulement un angle dans un axe, c'est-à-dire par rapport à l'axe d'avancement. Ici, on a un outil à dents qui est un cultivateur lourd. Donc, qui va faire un travail superficiel, qui peut être utilisé l'automne et qui peut quand même être utilisé au printemps pour la préparation de lits de semences dans le maïs et dans le soya. La herse de finition, appelée vibroculteur, qu'on va utiliser en conventionnel, parce que les dents ici sont plus nombreuses, plus rapprochées, où on a notre lame niveleuse pour faire le correctif de surface, les dents vibrantes qui vont éclater le sol, et on a nos rouleaux de finition aussi qui viennent trier les particules de sol. Donc, ces rouleaux-là, ici en arrière, vont un rouleau cache qu'on appelle, fait l'équivalent des peignes qu'on a vus tantôt sur les déchaumeuses à disque, c'est-à-dire de trier les particules de sol en surface et remonter les grossières en surface. Donc, c'est ce que ça donne ici comme image. Herse rotative, encore une fois, la dent fait l'éclatement du sol, va remonter des particules grossières en surface. Dans ce cas ici, c'est que c'est une opération combinée, c'est-à-dire qu'on fait le semis en simultané. Donc, j'ai fait un passage aussi succinct sur les pratiques de conservation parce que, bon, encore une fois, à cet effet-là, on pourrait avoir un webinaire juste sur les pratiques. J'en fais juste une brève introduction ici. C'est-à-dire que lorsqu'on fait nos opérations culturales, autant dans le travail du sol que dans le semis ou entretien de culture, il faudrait regarder à limiter la circulation. Donc, au lieu d'avoir une circulation aléatoire comme ici, on devrait viser, comme dans cette image, dans cette diapo, d'avoir une circulation contrôlée, c'est-à-dire de pouvoir idéalement suivre les multiples de largeur de travail pour que les roues des équipements puissent toujours passer au même endroit. Dans cet exemple-ci, pour un outil qui est l'équivalent de 12 rangs, on aurait seulement un pourcentage de circulation de 36%. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas utiliser ce levier-là, cette stratégie-là pour augmenter les puissances, augmenter les poids, mais plutôt vraiment pour réduire le passage des roues dans notre champ et savoir vraiment l'endroit où les roues ont passé. Bien sûr, on entend beaucoup parler également les cultures intercalaires, donc à ne pas négliger. Dans ce cas ici, on utilise un semoir modifié pour introduire des plantes entre les rangs de maïs. On a enlevé tout simplement les ouvre-sillons qui passent vis-à-vis les rangs.
Ici, c'est un semis intercalaire qui a été fait à la volée dans le maïs, aux alentours du 6 juillet cette année. Et ça, vous voyez ce que ça donne, rendu au 28 octobre. C'est bien ça. Donc, on a un raigra qui est très bien implanté et vous voyez le potentiel de développement racinaire que ça peut faire. 2 semaines après, à peine, le 12 novembre de cette année, il y a eu de la neige assez tôt et on voit quand même le raigra ici qui est très bien implanté entre les rangs. Raigra qui n'est pas détruit, c'est un raigra qui passe l'hiver, dans ce cas ici, une variété italienne, et qui fait en sorte que au niveau des racines, il y a quand même de l'activité microbienne qui va se faire pendant l'hiver. Donc, c'est une stratégie intéressante là, au niveau de la conservation des sols. On arrive à la conclusion. Si vous vous souvenez, la diapositive de départ, je vous avais mentionné que s'il y en aurait juste une, ce serait celle-ci. Je la reprends comme conclusion. N'oubliez pas, peu importe la pratique que vous allez faire, d'éviter de dégrader les sols et maintenir, développer aussi la vie du sol par la part de couverture végétale et de racines, puis de préserver la qualité de l'environnement avec une gestion intégrée des sols. C'est-à-dire la gestion intégrée des sols, c'est-à-dire de ne pas juste voir le travail du sol, mais intégrer là-dedans le volet fertilisation, choix des plantes, la rotation des cultures, etc. Très difficile de voir et voire impossible d'anticiper la performance d'un outil d'un sol à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universalité au niveau d'un outil. Un outil peut offrir un résultat dans un type de sol et avoir un autre résultat dans un sol de texture différente. Et même pour des mêmes textures, en fonction de la structure du sol, on peut avoir des résultats différents. Donc, il faut vraiment là, faire l'essai idéalement à la ferme là, pour voir si l'outil convient à nos besoins. Je dis souvent à des producteurs, il n'y a pas de mauvais outils, mais plutôt des outils au mauvais endroit. Parce que bon, le choix a mal été fait ou l'outil n'a pas été adopté à nos contextes d'opération. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. En passant, je fais juste une parenthèse ici. Ça, c'est un champ en régie biologique à l'ITA, à la Pocatière, où on a une plantation de tournesol qui est vouée à l'utilisation de l'huile, consommation humaine. Donc, merci à tous. Je vais prendre maintenant les questions que vous avez écrites pendant le webinaire. On va tenter d'en répondre le plus possible pour le temps qui nous reste. Sinon, également, vous pourrez me rejoindre par la suite là, au bureau. Il n'y a pas de problème. Je pourrai vous répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Vincent. Tu m'entends bien? Oui, oui. Oui, oui. Alors, bon, je vais y aller dans l'ordre avec les questions. En tout cas, si jamais je ne suis pas claire, tu peux me faire répéter. Alors, pour la question numéro 1, la personne avait surtout besoin d'une confirmation, je crois. Elle disait donc, parce que quand tu présentais les différents types dents, disques, tout ça, elle disait donc, pour les dents, plus on va vite, plus le sol est éclaté. Oui, exactement. C'est-à-dire que plus on avance vite avec le tracteur ou plus la dent se déplace si elle a un mouvement de rotation comme sur une S rotative. Donc, elle va avoir plus d'inertie et le choc va être plus important. Donc, le sol va être plus éclaté. OK. La deuxième question, c'est on demandait quel disque permet de faire un travail minimum du sol afin de ne pas déstructurer le sol? C'est une bonne question parce que la réponse est que malheureusement, il n'y a pas de disque qui limite la dégradation du sol, en sens que les disques sont tous, pour des disques concaves, bien sûr, vont tous avoir la même action sur le sol, c'est-à-dire de le mettre de la pression dessus et de faire un broyage, une pulvérisation du sol. Donc, on va plutôt regarder au choix du disque au niveau, et de son ajustement, c'est-à-dire qu'on va limiter la vitesse de passage à l'automne si on veut faire un travail d'automne. On va réduire les vitesses pour avoir un sol le plus grossier possible et tout en atteignant quand même le travail du sol désiré, c'est-à-dire d'aération. Et versus, si on l'utilise au printemps, on va augmenter nos vitesses d'avancement parce que là, on va chercher un sol qui va être plus émietté dans l'objectif de faire le semis. C'est-à-dire que là, la préparation va être une préparation secondaire de lit de semence. L'automne, on devrait, comme je vous disais, réduire la vitesse parce qu'une vitesse trop élevée à l'automne va faire en sorte que le sol va être trop émietté pour passer l'hiver et ça rend le sol qui est plus vulnérable. Donc, avec les 10, il faut agir avec prudence à ce moment-là. Ce n'est pas impossible, mais comme j'ai mentionné, on va faire attention
au niveau de nos paramètres d'opération, puis si c'est possible, on va implanter des racines là-dedans. 3e question. Est-ce vrai que la majorité de la vie microbienne du sol se retrouvant sur les premiers 4 pouces, qu'un travail réduit en surface est pratiquement aussi dommageable que le labour pour le maintien de la vie du sol? Oh, faudrait nuancer ici, hein. Je serais tenté de ça peut être oui, ça peut être peut-être, ça peut être non. En fait, il y a plusieurs conditions, qu'on doit quand même, prendre en considération, éléments. Il y a tout le volet, chimie du sol, le pH du sol, la toute matière organique. En fait, le sol au moment où on va, faire le travail, comment il est au niveau, santé. Heu, donc je crois que ça est tout aussi important que l'action aussi. Néanmoins, il reste que toute action sur le sol va perturber le sol. Ça, c'est bien certain, versus ne rien faire comme action. Cependant, les productions agricoles exigent parfois de travailler le sol. L'idée là-dedans, c'est de faire l'intervention minime, le plus possible au niveau du sol, pour le perturber le moins possible, et tout en atteignant notre but de produire. À ce moment-là, et atteindre notre objectif de produire, mais le plus efficiemment possible. Euh, donc, il faut être prudent, mais en effet, le sol, à partir du moment où on le perturbe, ça peut le déstabiliser. Un autre participant, je pense aussi plus une confirmation, disait: «Le rouleau est celui qu'on utilise après un semis de prairie, là, le rouleau plein». Oui, ça ressemble à un rouleau qu'on va retrouver sur un semoir Brion, qui, dans ce cas-là, quand même, un semoir Brion, c'est un rouleau qui est en multipièces, là. Tandis qu'un rouleau Packard, c'est vraiment un rouleau, c'est comme un cylindre plein, tout simplement. Et il y a seulement des dents pour assurer la traction. Fait que l'idée ici, c'est qu'on va raffermir la surface du sol à 100%. On ne laissera pas de zone meuble. Néanmoins, le rouleau Packard, c'est pas un rouleau qui compacte la surface du sol. On parle vraiment seulement d'un rappui en surface. L'idée de ça, l'utilisation du rouleau, c'est pour enlever les ondes d'air, les poches d'air qu'on pourrait avoir autour de la semence au moment où on va faire le semis. Donc, on veut avoir un contact sol-semence optimum pour un transfert d'humidité, une bonne capillarité. Si on a des poches d'air à ce moment-là, on n'aura pas ce contact-là, et le transfert d'humidité va être plus lent, et ça va faire une levée qui va être moins uniforme. Donc, le rouleau a pour objectif d'atténuer ces vides-là. Donc, c'est vraiment un rappui de surface seulement. Heu, Une autre question, en agriculture biologique, de multiples passages sont souvent nécessaires, là, pour le contrôle des mauvaises herbes. Alors, il disait: «Comment qu'on peut comparer 4 passages de chisel cultivateur versus un passage de charrue et d'émotage versus la dégradation des sols?» Oui, c'est une excellente question, parce que bon, on en discutait d'ailleurs au colloque santé des sols, qui a eu lieu en janvier dernier, c'est-à-dire que quand on fait le bilan de tout ça, ben, naturellement, il y a toujours du questionnement à savoir, bon, ben, si on est en régie biologique, on utilise, outre les travaux primaires et de préparation de lits de semences, on utilise beaucoup les sarcleurs. Le sarcleur a une action sur le sol aussi. Versus si on est en semi-direct, pas de travail de sol, mais on utilise des pesticides. Donc, ça vient partager un peu les opinions et les avis. Cependant, néanmoins, outre le fait qu'on va utiliser des passages plus fréquents par les sarclages et travail du sol en régie biologique, j'ai parlé à la fin de ma présentation de gestion intégrée des sols. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir seulement le travail du sol. Il faut intégrer là-dedans tous les autres paramètres, notamment la rotation des cultures, l'utilisation de cultures de couverture, d'engravage, etc. Donc, on peut pallier, atténuer, dans le fond, ces pratiques-là du fait qu'on a choisi une bonne rotation, et on a implanté le plus possible de plantes de relais intercalaires, ou des plantes, on va dire, intermédiaires entre nos cultures ou à travers même notre culture, pour diminuer l'effet mécanique de passage des outils. Mais il est bien évident, comme j'ai mentionné tantôt, que toute action sur le sol est un agresseur. L'idée, c'est d'atténuer ces actions-là, et le fait justement de travailler avec les rotations, le choix des plantes va grandement nous aider.
Mais également aussi, à ne pas oublier les paramètres agronomiques du sol, hein. J'ai parlé tantôt au niveau du pH du sol, c'est souvent un élément qui est déficient. On va travailler là-dessus aussi pour maintenir notre sol là, le plus physiquement le plus en santé possible. Une autre question, est-ce que le rotoculteur est aussi néfaste que le labour avec la charrue? Oui, faut faire attention ici, faut distinguer rotoculteur, herse rotative. Moi, ce que j'entends ici par rotoculteur, c'est un outil à axe horizontal avec des lames en forme de L qui va travailler le sol. Donc, dans ce cas ici, versus une herse rotative où on a des dents qui sont à la verticale, qui vont travailler le sol. Donc, le rotoculteur, la pièce va venir frapper le sol et à la base va venir lisser le sol, un peu comme le ferait un soc de charrue. Cependant, le rotoculteur, c'est un outil qui est actionné par la prise de force du tracteur. Donc, avec des passages répétés dans des conditions de sol semi-plastique ou plastique, les lames qui découpent le sol vont venir lisser le sol. Et les risques de semelles vont être plus importants même qu'une charrue. Du fait que le passage des lamelles dans le sol est plus, la fréquence est plus importante parce que l'outil est rotatif. Donc, à la limite, si nos vitesses d'avancement sont très lentes, la lamelle va passer plusieurs fois par centimètre là, de passage, de longueur. Donc, encore une fois, il faut être prudent avec l'utilisation de cet outil-là. La prochaine question, c'est on voulait avoir votre opinion sur la machine DMR. C'est dit que ça travaillait davantage comme des dents, là, il y a point Oui. d'interrogation, ou est-ce que ça soulève plutôt que ça mélange? Puis, il voulait aussi savoir, ben, est-ce que les moments de passage recommandés, parce qu'il disait que c'était vendu comme pour travailler à l'automne ou même en préparation au printemps. Fait que je voulais avoir un peu votre opinion sur cette machine-là. Bon, le DMR, s'il y en a qui se souviennent à l'époque du Airway, qui était un outil là, qui a connu une certaine popularité dans les années 80, le DMR s'inspire un peu de ça, sauf que le fabricant ici a opté pour un outil qui est beaucoup plus imposant au niveau des dents. C'est-à-dire qu'ici, on peut travailler dans des profils de sol là, jusqu'à 20, 25, 30 cm de profond selon les dents utilisées. L'action de l'outil, c'est de pénétrer le sol et de faire un cisaillement, un éclatement latéral du sol, et sans le retourner sur lui-même comme le ferait une charrue. Donc, si on veut aérer le sol sans mélanger les horizons et en créant des fissures dedans. L'outil, on peut l'ajuster au niveau des dents, c'est-à-dire qu'on va varier l'angle de pénétration de la dent, ce qui fait que l'outil, s'il est très agressif, ben, il va déplacer du sol latéralement. Donc, on va vraiment déplacer du sol, mais sans le retourner. Versus si on travaille, exemple, dans une prairie, on veut juste aérer, on va mettre nos dents à 0 degré et la dent va seulement faire un orifice dans le sol à la profondeur voulue. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de déplacement de sol ou très peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajuster ici le degré de fracture de sol avec l'outil. Donc, on parle d'un travail minimum du sol dans ce cas-là avec le DMR. Comme un autre outil à dents pourrait faire. Dans le cas des outils à dents comme un chisel, la différence, c'est qu'on va avoir plus de déplacement de sol. Dans le cas du DMR, selon l'angle des dents, on va laisser plus le sol en place. Encore une fois, pour l'entreprise, c'est de faire l'essai, regarder, aller voir aussi pour d'autres utilisateurs pour vraiment constater le travail que ça fait sur des sols similaires à ce que vous avez sur la ferme. On va prendre une dernière question, puis, ben, pour ceux les questions que finalement je n'aurai pas le temps de poser à Vincent, ben, Vincent vous a offert de vous répondre, hein, si vous communiquez avec lui. Fait que j'imagine que vous pouvez lui envoyer un courriel puis lui reposer, votre question, parce que j'aurai pas le Oui. temps de la poser ici en ligne. Alors la dernière question, c'était, quel processus et outils vous me suggérez pour une terre jamais travaillée afin de la garder en bonne santé? C'est une question un peu vague dans le sens une terre qui n'a jamais été travaillée risque premièrement d'avoir présence d'une friche agricole, c'est-à-dire qu'une friche où on va avoir des herbacées, mais aussi de la matière ligneuse, là.
Donc, ça peut nécessiter une étape de préparation du terrain avant même de faire le travail du sol. Et on risque dans les herbacées d'avoir des plantes là, qui sont coriaces comme le chien-dent, là. Donc, généralement, c'est de traiter ces herbes-là pour commencer. Et par la suite, au niveau du travail du sol, il faut voir en fonction de la culture qu'on veut faire. Si ça nécessite un travail du sol, on pourrait y aller avec un labo pour enfouir cette végétation-là qui est indigène. Et par la suite, en même temps, faire nos correctifs, s'il y a du nivellement, s'il y a un pH à réajuster, etc. Mais dans ces cas-là, il faut voir en fonction vraiment des objectifs culturaux de l'entreprise, parce que c'est difficile de répondre à cette question-là là, de façon universelle. C'est vraiment du cas par cas, là. Donc, bonne fin de journée à tous. Comme j'ai mentionné, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me rejoindre à l'ITA, ça va me faire plaisir de vous aider. Et j'espère que ce séminaire, ce webinaire vous a plu. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.